Carrasco. Allez, vas-y, pourquoi pas. Vas-y, pourquoi pas. J'ai un scoop pour vous. Penalty sur Ronny Lopez à la 151e. J'ai demandé pourquoi on n'est pas revenu sur la VAR, mais la VAR ne fonctionnait pas. Le Colombien qui a pris le dessus, il a réussi son dribble. Falcao, ouais, il est mort. Il est mort. Ce soir, je vais dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Radio Diagonale, la web radio 100% rouge-blanche. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue dans ce Mur des légendes. Le Mur des légendes, le tout dernier de cette première saison. Voilà, on arrive au bout d'un petit processus qu'on continuera, mais on fera une petite pause avant. Et pour clôturer du coup cette première saison, on va parler d'un joueur qui nous vient du plat pays. On va parler de Enzo Vincenzo Scifo. Et non pas de Youri Tielemans, même si je sais que Rome est un petit peu déçu de ne pas pouvoir parler de Tielemans. Philippe Léonard. Ouais, quitte à prendre un autre Belge, ouais, j'aurais préféré parler de Carrasco que de Tielemans. Ou Carrasco. Matazo. Matazo, ou bien Robert Meurice, voilà, dans les années 50. Ça fait plaisir. Entre Bruel et Benoît Poelvoorde, Boris, bien sûr, tu es présent avec nous. Bonsoir une fois. Voilà, ce sera plus Benoît Poelvoorde. Je me chargerai de la partie. J'ai demandé est-ce que je fais l'accent belge, vous m'avez pas dit non. Je me chargerai de la partie Jacques Brel. Voilà, et bien sûr Rome qui est présent parmi nous pour compléter cette équipe de choc, ce duo de choc, pardon, excuse-moi, désolé Rome. Bah, je blague. Rome, on va parler d'un joueur qui en plus t'est tout à fait cher, puisque si on peut commencer par une petite partie un peu sentimentale, si je puis dire, ça correspond un petit peu à tes premiers émois aussi footballistiques. Enzo Scifo. Bah ouais, très certainement. Peut-être que s'il n'avait pas signé à Monaco en 93, et on va en parler très rapidement, vu qu'il arrive au moment où moi je commence un petit peu à commencer à m'intéresser au foot, et bah ouais, je suis tombé amoureux de ce joueur. Alors pour des choses de gamin, comme pour les mêmes raisons que je suis tombé amoureux du club, pour des histoires de logo, de couleurs, de maillots, de ce que vous voulez. Et puis lui aussi, je trouvais que il avait plutôt la classe, il en imposait bien, un prénom sympa, ça c'est des trucs que tu dis vraiment quand t'es petit, tu vois. Mais en plus de ça, les premières images que j'ai en mémoire de lui, ouais, c'était un joueur très agréable à avoir joué, très technique, et on y reviendra, mais pas que, aussi un gros travailleur, et globalement, moi j'aime ces profils-là. Donc Scifo arrivait un peu à faire le mix entre un joueur élégant offensivement, mais un joueur quand même qui bosse et qui court sur un terrain et qui se contente pas de rester dans la dernière partie de terrain adverse à attendre de faire les dernières passes. Boris, pour toi, par contre, c'est un peu plus compliqué pour te demander des souvenirs d'Enzo Scifo. Donc je vais te... Oui, tu allais dire, ouais, moi je l'ai connu, je me suis mis à suivre le foot en 98, donc on a vraiment connu la fin, on va dire, d'Enzo Scifo. Il est déjà plus à Monaco, c'est encore un joueur qui est quand même dans le panorama, parce qu'il fait quand même la Coupe du Monde en 98, il joue encore quelques saisons, mais il est vraiment passé son prime, pour reprendre une expression que t'aimes bien. C'est vraiment la queue de comète, hein, on va dire, pour Enzo Scifo. Donc effectivement, un joueur pas connu à Monaco et presque un regret finalement, parce que je me rappelle quand j'étais petit, moi j'avais le poster notamment de l'équipe de 97. Et ça me faisait, j'étais un peu triste de ne pas avoir connu des joueurs comme ça, ou comme John Collins notamment, que je voyais sur ce poster. Et c'est vrai que nous en 98-99 notamment, on avait peut-être des milieux un peu moins talentueux, un peu moins intéressants. Il va falloir attendre Marcelo Gallardo pour retrouver un peu de talent à ce poste-là, donc presque de la nostalgie d'avoir raté ça, on va dire. Ouais, petit chouchou pour moi, John Collins, que j'avais choisi dans mon émission draft d'ailleurs. Mais en tout cas, pour revenir sur un peu plus de factuel, Rome, Enzo Scifo, c'est un joueur qu'on connaît bien en France, qu'on connaît bien en Europe. Son parcours avant d'arriver à l'AS Monaco, c'est la JOCR, Bordeaux, et ensuite le Torino, en Italie, pendant 2 ans. Ouais, je pense qu'il faut pas oublier quand même ses débuts à Anderlecht. Hein. Il y passe 4 saisons, il y remporte 4 titres de champion, il est titulaire quasiment du début à la fin, donc dès l'âge de ses 17 ans, à son départ à 21 ans. Donc c'est un crack, comme on pourrait le dire
à l'heure actuelle, il est déjà en équipe de Belgique et c'est un des éléments moteurs de cette équipe qui est plutôt une bonne équipe dans les années 80, l'équipe de Belgique. Peut-être pas du même niveau que celle actuelle, mais c'est une des meilleures périodes pour la Belgique. Et oui, il va tenter l'expérience dans un premier temps en Italie, Inter Milan, ça va moyennement bien se passer pour lui. Va s'en suivre une autre saison à Bordeaux, également un peu en dents de scie, un peu moyenne, et on y reviendra. Il avait quand même coéquipier un certain Jean Tigana, qui retrouvera quelques années plus tard, mais en tant que coach. Et enfin, il va par contre aller à la JOCR, et c'est à Auxerre réellement que là, il va exploser au vu de tous, au vu de la Ligue 1, enfin de la Division 1 à l'époque évidemment. Et il devient un des joueurs majeurs européens, on y reviendra, mais pareil, hein, il fait quand même 4 fois top 20 au Ballon d'Or, il est même 2 fois top 10, ou en tout cas très proche du top 10, donc c'est un joueur extrêmement majeur des années fin 80, début 90. Ouais, effectivement, et c'est vrai que ces qualités de joueur, comme tu disais, elles explosent, elles se révèlent au grand jour. Quand il arrive à Monaco, Boris, Monaco est un club un peu qui a confirmé quand même, qui a véritablement monté en gamme avec la fin des années 80 et ce début des années 90. Pour autant, son arrivée coïncide avec derrière une petite période de moins bien. Ouais, mais c'est vrai que Monaco vient de faire, alors je ne veux pas dire de bêtises, ça doit être au moins 5 podiums consécutifs depuis 88 jusqu'à 93 inclus. Donc toute la période Wenger, un titre pour ouvrir en 88 et puis que des podiums derrière, malheureusement derrière un certain autre club du sud de la France. 93, Monaco qui est encore sur le podium, qui est troisième et qui va aller chercher un Enzo Scifo effectivement à l'intersaison. Monaco qui va aussi disputer la Ligue des Champions cette année-là, puisque l'OM, on le sait, va être suspendu de compétition européenne suite aux affaires dans lesquelles elle s'est empêtrée. Et du coup, Monaco, qui est quand même un club majeur du football français évidemment, et même du foot européen, qui a fait une finale de Coupe des Coupes une saison auparavant, qui a accueilli un certain Jürgen Klinsmann en 92. Donc voilà, Monaco, il y a une logique aussi d'attirer des grands joueurs, des joueurs renommés à l'échelle européenne, et c'est vraiment le cas d'Enzo Scifo à ce moment-là. Malheureusement, comme tu l'as dit, ça va coïncider avec un premier déclin, un léger déclin on va dire, mais déclin quand même, suite à une période vraiment faste de l'AS Monaco, qui va sortir du podium pour 2 saisons consécutives. Ouais, on est sur une fin de cycle, Rome, de cette ère Wenger. 9e place en 94, 6e place en 95, donc avec les remplacements et les changements que l'on connaît, en tout cas sur le banc. Pour autant, sur le terrain, il y a quand même un joueur qui, sur sa première saison, va rayonner, donc Enzo Scifo. Ouais, sur la première saison, mais tout à l'heure, au final, je m'étais arrêté à la JOCR 91. C'est vrai qu'il va retourner en Italie 2 ans au Torino. Mais apparemment, dès 91, Wenger avait cherché à le faire venir, certainement pour remplacer un certain milieu anglais qui était plus ou moins... parce que je ne sais plus exactement quand il parle, lui, parce qu'il part en mi-saison, mais est-ce que c'est 90, 91 avec ses blessures? C'est toujours un peu compliqué de réellement savoir à quel moment il est parti. 90. Ouais, voilà. Mais bon, ça correspond à peu près, du coup... à cette époque-là, Scifo part d'Auxerre 6 mois plus tard. Wenger le voulait, il est parti au Torino, il y a remporté la Coupe d'Italie. Voilà. Et il arrive donc à Monaco, et oui, sa première saison, elle est bonne, il est présent surtout, parce que ça, on va y revenir, mais ça, c'est ce qui a aussi un petit peu rythmé ces 4 saisons chez nous, c'est pas mal emmerdé quand même par les blessures, mais c'est un joueur qui va globalement assez rapidement s'installer, mais par contre, et Boris, tu l'as bien dit, Scifo, quand il arrive chez nous, c'est une star. C'est une énorme star même, comme on a peu eu chez nous, en tout cas lors de leur signature. Tu parlais de Klinsmann un an avant, on est du même acabit, peut-être que Glenn Hoddle aussi, quand il arrive, c'est à peu près pareil. Par contre, depuis Scifo, je pense que c'est Falcao, en fait, réellement, qu'on a signé, parce que Morientes est un prêt. Donc de vrais stars qui sont venus signer chez nous alors qu'ils étaient déjà... Ça dépend si tu considères les stars sur le déclin, parce qu'on en a quelques-unes. Oui. C'est pour ça que je considère Thierry, pas... tout ça, mais oui... Abidal, on parle d'un mec dans la force de l'âge. Après, est-ce que Scifo n'était pas sur le déclin lui aussi? On en parlera, on y reviendra. Il a 30 ans, en 92, il fait, encore une fois, il est dans le top 15 Ballon d'Or, en 93... Il arrive à 27 ans.
Il fait encore top 17, je crois, au Ballon d'Or. Donc non, c'est très très loin d'être un joueur cramé à cette époque-là. Et donc oui, il va s'installer assez vite et il va y avoir en plus cette petite semaine un peu mythique pour lui en octobre ou novembre, octobre 93, où il va réaliser 2 très gros matchs d'affilée, un en Europe, un en championnat, avec ce fameux 4-1 contre le Steaua à Bucarest, et quelques jours plus tard, le 7-0 face à Martigues, où il sera à hauteur de 3 passes décisives et 2 buts. Pour beaucoup, on n'est pas loin en fait de ses 2 meilleures prestations tout court au club. Ouais, effectivement, c'est 44 matchs sur cette première saison, donc une saison très pleine, et voilà, effectivement, un beau parcours européen. On se rappelle, Monaco dispute alors la C1, la Ligue des Champions, avec un format très étrange, de 2 phases de poule, et puis derrière tout de suite une demi-finale, donc demi-finale perdue face au Milan AC. Sur match sec. Sur match sec, ouais. Absolument, et c'est vrai que l'Europe devient aussi un peu le terrain de jeu de Enzo Scifo cette saison-là. Par contre, Boris, la saison d'après, elle est beaucoup plus compliquée en 95 avec très peu de matchs disputés. Ouais, il y a une première blessure effectivement pour Enzo Scifo. Ça va pas être le seul joueur en plus dans l'équipe. C'est une saison un petit peu difficile pour Monaco, puisque Manu Petit va se blesser, Sonny Anderson va se blesser, donc c'est vraiment notamment le tandem offensif, puisque Sonny Anderson a succédé à Jürgen Klinsmann, et du coup ça va être une saison un petit peu compliquée collectivement. Ça va être la fin vraiment d'Arsène Wenger, qui avait quand même réussi à rester sur le banc malgré sa 9e place, mais sur foi de cette demi-finale européenne. Là, cette fois, Monaco va terminer à une 6e place, pas de parcours européen, puisqu'il n'y a pas eu de qualification l'année précédente. Donc voilà, c'est une premier petit accro, on va dire, dans le parcours, malchanceux, mais qui va ensuite permettre aussi l'arrivée à l'AS Monaco d'un certain Jean Tigana sur le banc, dont Rome parlait tout à l'heure, qui va permettre de relancer un nouveau cycle pour le bien de l'AS Monaco, pas forcément pour le grand bien d'Enzo Scifo. Ouais, justement, Rome, tu en parlais, Tigana, qui était coéquipier de Enzo Scifo à l'époque bordelaise, et non pas son entraîneur, mais là, il le devient. C'est vrai qu'on a souvent fait état de relations un petit peu difficiles, en tout cas, les 2 hommes qui ne semblaient pas toujours être sur la même ligne. Notamment aussi sur des questions un peu tactiques, où Scifo, comme tu le disais justement en tout début de cette émission, aimait bien juste redescendre pour aller chercher les ballons, être un peu plus améliorer la fluidité du jeu, être un peu plus utile en tant que piston, alors que Tigana préférait le voir plus haut, aligné plus sur le terrain. Des relations compliquées, et c'est vrai que dès que l'occasion s'est présentée, Tigana a mis aussi un petit peu Scifo de côté, notamment sur sa dernière saison. C'est plus sur la dernière, parce que c'est vrai que on a parlé des 2 premières, donc une première pleine, une deuxième compliquée. La 3e, elle est de nouveau pleine. Là, même pour le coup, collectivement, elle est bonne aussi, puisque Monaco retrouve une nouvelle fois, retrouve le podium. Scifo participe à quasiment l'intégralité de la saison. Il a un rôle majeur dans l'équipe, au même titre que des Sonny Anderson ou Emmanuel Petit, entre autres. Mais la saison d'après, qui va être la plus belle collectivement pour lui chez nous, par contre individuellement elle va être un petit peu compliquée, mais j'ai pas trop l'impression que c'est forcément Tigana qui l'est sorti de l'équipe. Il commence la saison plus ou moins avec 2 numéros 10 avec Benarbia, et Scifo ayant énormément de blessures, il va de ce fait sortir de l'équipe petit à petit. Tigana va tenter un Benarbia seul en 10, va tenter ce fameux milieu losange avec Collins, Legwinski et si vous pouvez Manu Petit. Et Manu Petit, oui, voilà, tout simplement. Je pensais à Martin Djetou, mais parfois qui a joué aussi. Mais bon, donc du coup, Scifo, à cause des blessures, va sortir de l'équipe, parce que dès qu'il va de nouveau être apte sur la fin d'année, avec la demi-européenne par exemple face à l'Inter, il est de nouveau là, il est de nouveau de retour. Oui, effectivement. Face à l'Inter, c'est vrai qu'on le rappelle aussi, Benarbia qui était suspendu notamment, qui a
qui a remis Chifo sur les rails. Mais oui, effectivement, voilà, cette saison 96-97, Chifo est plus un joker, un remplaçant, un 12e ou 13e homme. Il joue une vingtaine de matchs. Exactement, il en joue 23 au total, et en championnat, c'est 5 matchs, c'est 15 matchs, pardon, pour 5 buts. Voilà. Donc effectivement, voilà, et c'est sûr que c'est un tiers du championnat, un peu plus d'un tiers du championnat. Donc voilà, c'est vrai que c'est assez peu pour avoir vraiment contribué de manière solide à ce titre de 97. Mais voilà, on sait aussi, Tigana reprochait par la suite après à Chifo d'être un peu trop lent sur le terrain, l'âge n'aidant pas à un moment donné. Donc voilà. C'est vrai qu'il va y avoir une préférence en tout cas de Tigana pour le profil plutôt de Benarbia, un peu plus offensif, un peu plus jouant plus proche des attaquants, versus un Enzo Chifo qui est beaucoup à redescendre, chercher le ballon, qui jouerait presque, en fait aujourd'hui serait presque plus un 8 qu'un 10 en fait, je pense, dans le foot moderne. Il s'épanouirait plus dans ce rôle-là, un peu à la Kevin De Bruyne probablement de Manchester City, là où Benarbia est quand même un 10 beaucoup plus offensif. Il y a aussi un changement dans le football aussi à ce moment-là où le 10 est menacé, vraiment ce 10 à l'ancienne, qui disparaît petit à petit. Donc petite incompatibilité, on va dire, dans les choix de Jeannot Tigana. Et donc à partir du mois au printemps, on est encore, je crois, vers le mois de mars à peu près, mars-avril, on apprend que Chifo va donc quitter l'ASM pour retourner donc à Anderlecht, son premier club. Donc voilà, fin de l'aventure pour Chifo à Monaco. Rome, tu as dû insulter les Russes de toutes tes forces à cette époque-là, j'imagine. Ouais, c'est ça. Non, mais en même temps, c'était la fin d'un cycle normal aussi. Pour le coup, là, après 4 saisons, il commençait à être un petit peu sur la fin, pas mal de blessures. Il retourne à Anderlecht, il va de nouveau être champion avec eux, ce qui lui fait quand même 5 titres de champion des Pays-Bas. Je crois que c'est en 2000, donc une saison avant qu'il arrête complètement. Belgique. J'ai dit quoi? Pays-Bas. La fusion ne s'est pas encore faite. Ouais, ça arrivera peut-être. Mais... Belgique, excusez-moi. En Belgique. Et oui, voilà, donc je crois qu'il arrête sa carrière en 2001, peu de temps après. C'est malgré tout logique qu'on le laisse partir, même si moi, à l'époque, j'avais été triste parce que c'était mon joueur préféré et j'ai un affect tout particulier pour ce joueur. Mais après, il y a aussi une logique sportive et c'est valable même pour les joueurs que tu as aimés, les joueurs que tu as adulés. Il faut savoir les faire partir et surtout, il faut savoir les faire partir au bon moment. Et pour le coup, Chifo, même s'il n'est pas prépondérant dans ce titre-là, il part quand même sur une note positive collective, pas si catastrophique que ça individuellement. Donc moi, je préfère ça que je sais pas, j'ai pas d'exemple là qui me vient en tête directement, mais peut-être que la dernière saison de Falcao fait un peu tâche, oui, mais d'un autre côté, s'il est pas là, on descend certainement, donc c'est compliqué aussi, mais voilà quoi. Ouais, en tout cas, tu disais, voilà, il part plutôt d'une bonne manière, mais c'est vrai qu'on pouvait aussi, alors là on citera un peu plus ceux qui étaient à l'époque au stade, et qui donc étaient forcément, qui voyaient mieux que nous, mais qui rapportaient quand même les énervements assez réguliers de Tigana contre Chifo depuis le banc de touche. Voilà, ce qui annonçait un petit peu la fin de cette histoire. En tout cas, Chifo qui, que ce soit sur le terrain ou en dehors, avait toujours été irréprochable. Et puis voilà, on avait mentionné sa classe, son élégance, balle au pied. Et c'est vrai que c'était aussi quelqu'un qui savait faire preuve de beaucoup de politesse et de savoir-vivre en dehors. Et donc qui représentait aussi bien l'ASM, en tout cas l'idée. Et gros travailleur, encore une fois, parce que c'est pas qu'un joueur technique et doté d'une grosse qualité de passe. C'est aussi comme disait Boris, un peu un numéro 8 actuel. De Bruyne, en plus, c'était un bon exemple, vu qu'ils sont tous les deux belges. Voilà, c'était parfait. Ouais, effectivement. Je pensais aussi à De Bruyne. Ouais, pourquoi pas. Mais ça voilà. marche mieux que Marwan Fellaini.
Donc, imaginez Kevin De Bruyne signé chez nous maintenant, on est quasiment à Enzo Scifo qui signe chez nous en 93 en termes d'impact. Le foot a beaucoup changé et c'est quasiment plus possible. Mais c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'était une méga star, tout comme Falcao il y a 8 ans. Ce qui était un peu particulier, c'est qu'il avait un parcours un peu presque en dessous finalement de son niveau. Quand on l'a cité les clubs, le palmarès, quand tu regardes, il a gagné que à Anderlecht et à Monaco finalement. Il a gagné une Coupe d'Italie, c'est vrai, tu l'as dit aussi avec le Torino, mais finalement ce titre de champion de France, c'est sa plus belle ligne au palmarès. Quand tu regardes, il a fait 2 finales de C3 avec Anderlecht et Torino, mais il y avait moins de concentration aussi des talents à l'époque. Aujourd'hui, un joueur comme ça finirait quasi automatiquement à un moment de sa carrière dans un des très gros clubs qui joue la victoire en Ligue des Champions. Ouais, alors je sais pas, est-ce qu'il était meilleur que De Bruyne? Je sais pas. L'évolution du foot fait que De Bruyne est tout de suite concentré dans un club qui va lui permettre en fin de carrière d'avoir gagné, je sais pas, 5, 6, 7 championnats d'Angleterre à minima et d'avoir un plus gros palmarès. Mais c'est vrai que Scifo, en tout cas dans l'impact de ce qu'on a pu en lire, d'en comprendre comment ça s'est passé à l'époque, c'est vrai que c'est presque la plus grosse signature de l'année en Ligue 1. C'est la star qui arrive dans le championnat. Effectivement, donc c'est vraiment un gros impact, quoi. Et en tout cas, pour égayer un peu la soirée, Boris, sur la dernière journée de 97, Monaco qui bat Nancy 3-1 et Scifo qui envoie Nancy en Ligue 2. Voilà, c'est pour ton petit plaisir. Comme en 2000 un peu. Voilà, ça au moins c'est scellé. Bon, enfin en tout cas, Scifo, donc un très beau joueur, comme on en a vu passer un certain nombre à Monaco, mine de rien, avec un beau palmarès, en tout cas un beau titre de champion, même si ce titre, voilà, il y participe pas autant que d'autres. Et au niveau des statistiques, Rob, sur les 4 saisons, on peut voir qu'il y a la centaine de matchs a été dépassée par Scifo. Ouais, mais en même temps, vous l'avez bien compris, quand on a récapitulé ces 4 saisons, il y en a 2 pleines et il y en a 2 loin de l'être. Donc 120 matchs, c'est un petit peu en deçà de ce qu'on peut attendre d'un joueur en temps normal, mais surtout qu'il y avait quand même, il y a 2 campagnes européennes du coup, qui sont pour le coup très bonnes. C'est pour ça qu'il arrive quand même à 18 rencontres européennes, ce qui est pas si ridicule que ça en deux exercices. Mais oui, c'est clair que les chiffres, ils sont pas fous, hein. C'est pas Enzo Scifo, on est bien d'accord, qui a les chiffres les plus impressionnants au club, hein. Ça, oui, c'est pas là où il va marquer le plus de points. Non, c'est certain. Du coup, on va regarder ce mur, ce vote en tout cas. Qui s'affiche donc. Les auditeurs qui ont voté à 74,1% l'intégration de Scifo sur le mur des légendes. Rome, on l'a un petit peu abordé déjà en préambule, hein, l'attachement que tu as à Scifo fait que c'est un joueur que tu mets plus volontiers sur le mur par rapport à nous qui ne le mettrons pas avec Boris. Oui, mais parce que si j'analyse de manière complètement objective et avec la relative sévérité que j'ai depuis le début, il mérite pas forcément d'y être. On est bien d'accord. Mais là, on est vraiment sur l'affect. C'est pour ça que il y est, mais c'est ma wildcard. J'ai conscience qu'il mérite pas d'y être, même s'il est pas non plus à des années-lumière. On parle pas d'Eric Abidal non plus, hein. On parle quand même d'un mec qui a un titre, qui a un petit CV, qui était un top player. Mais dans l'absolu, dans mon idée, en plus d'essayer de restreindre mon mur à 25 noms, peut-être un poil plus, il ne devrait pas y être. Mais je ne peux pas ne pas le mettre, parce que sans lui, je serais certainement peut-être jamais tombé fan de ce club. Ouais, donc, et on serait en train de faire des murs des légendes avec Adrien, et on aurait arrêté au bout de la 3e émission. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Et Adrien qui doit beaucoup apprécier Enzo Scifo pour son passage au Torino, je le précise. Oui, quand même. effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas convoqué le spécialiste du Torino pour nous parler de son passage là-bas. C'est très dommage, zut, merde. On rappellera pour l'épisode Camille. Ouais. Voilà. Il n'est pas prévu, ouais. Il n'est pas prévu, mais oui. Donc du coup pour toi c'est 5 étoiles en Legacy, on peut le comprendre. J'avais un peu fait pareil sur Morientes par exemple.
Oui. C'est vrai que bon, moi j'ai mis 3 parce que bon, j'ai pas connu, donc c'est vrai que c'est beaucoup plus difficile pour moi de l'analyser. Je pense que oui, c'est vrai que c'est un joueur qui a dû beaucoup plaire aux spectateurs présents au Louis II. Mais c'est vrai que voilà, cette irrégularité et le fait peut-être que Chifo n'a pas eu, comme tu disais Boris tout à l'heure, la carrière, en tout cas en club, qu'il aurait pu mériter, en tout cas que son talent pouvait le laisser supposer. Ouais, et puis ça s'est peut-être joué. Si c'était lui à la place de Benarbia sur ce titre de 97, peut-être que sûrement même que ça lui aurait valu cette place sur le mur. Pour moi, du coup, ça le rend un tout petit peu juste. Encore une fois, j'avais pas mis Gallardo, qui est un peu notre Enzo Schifo à nous pour les plus jeunes. Donc je me voyais même pas mal mettre Enzo Schifo. Parce on essaye vraiment d'équilibrer un petit peu les critères. Si on faisait un mur des plus grands joueurs passés par l'AS Monaco, plus grands par le talent, sur une vingtaine, il y a de bonnes chances qu'ils puissent être dessus. Parce que sur la qualité du joueur, sur le plaisir qu'il a pu procurer à des spectateurs. Je le mets un peu dans cette case. On a parlé d'Jürgen Klinsmann, on avait déjà fait un mur sur Georges Weah, des joueurs hyper marquants dans l'histoire du foot qui représentent vraiment une époque, mais qui pour moi sur leur parcours à Monaco sont quand même un tout petit peu juste pour prétendre à un véritable statut de légende. Oui, je partage du coup cet avis. Est-ce que Rome, tu as quelque chose à ajouter? Non, mais comme je l'ai dit, je suis d'accord, moi, on est bien. C'est une wildcard. Non, mais pas de souci, mais c'est au cas où si tu avais quelque chose en réponse. Le mur des légendes, du coup, qui s'affiche avec donc à la fin de cette première saison. Donc, vous le voyez, on a mis 12 personnes, 12 joueurs dessus. On a donc Ludovic Giuli, David Trezeguet, Jean-Luc Ettori, Delionis, Manu Amoros, Henri Biancheri, Michel Hidalgo, Glenn Hoddle, Fabien Barthez, Jean Petit, Emmanuel Petit et Lucien Cossou, donc dont nous avions parlé la semaine dernière. Et donc, un petit peu moins d'un sur deux, du coup. On est effectivement un petit peu. C'est un mur qui correspond exactement à celui de Boris aussi. Parce que nous, Damien, on a eu quelques petits choix. Moi, j'ai eu Henri et donc Enzo Schifo. Et Marquez. Et Georges Weah aussi, je crois. Donc, tu vois, moi, j'en ai déjà 15. Non, Weah, non. Mais j'en ai déjà 15 sur mon mur. C'est la dictature, ça. Non, mais pour tous ceux qui me demandaient pourquoi Gallardo, tu penses vraiment que tu pourras mettre 20-25 mecs au-dessus, j'en ai déjà mis 15, j'ai aucun problème à les mettre au-dessus de Gallardo. Tous. Du coup, le prochain rendez-vous, vous le savez maintenant, il n'y en a pas, des murs des légendes. En tout cas, on va faire une petite pause estivale sur cette émission. Ce sera bien sûr pour vous retrouver à partir du mois de septembre. Et donc, là, on peut vous l'annoncer, on a déjà défini la liste des joueurs qui seront dans cette saison 2. Donc vous pourrez trouver le lien dans la description pour le Google Form qui vous permettra de voter directement dessus pour savoir si ces joueurs méritent d'aller sur le mur des légendes. Comme ça, ce sera plus simple que de passer par les sondages Twitter. Donc c'est un sondage qui restera quand même ouvert assez longtemps, au moins quasiment jusqu'en septembre de toute façon. Donc voilà, on aura évidemment du Sonny Anderson, du Claude Puel, du Bruno Bellone, du Martin Djetou, du Théo, du Fabinho, du Falcao. On aura 22 joueurs en tout et on se réserve en plus 3 joueurs. Trois numéros un peu spéciaux hors série, enfin hors joueur plutôt du coup, avec du Lucien Leduc par exemple, du Jean-Louis Campora. Voilà, on va pas tout dire, on vous donne juste un petit peu de quoi vous mettre l'eau à la bouche pour qu'on revienne à partir du mois de septembre. Donc merci à tous de nous avoir suivis sur cette première saison. Ce sera avec un grand plaisir qu'on vous retrouvera donc en septembre pour la reprise. Les émissions continuent sur Radio Diagonale et dès ce week-end, dès cette fin de semaine, on vous retrouve juste avant l'Euro pour une émission, un Club Monégasque consacré à l'Euro 2020. Alors nous, on va pas parler de l'Euro 2020 en tant que tel, mais on va parler plutôt des Monégasques à l'Euro, donc un Club Monégasque un petit peu entre actualité et histoire. Donc voilà, on vous prépare tout ça pour la suite de la semaine. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci Boris et merci Rome de m'avoir accompagné sur cette année pour ces 25 émissions. Et à très bientôt du coup pour la saison 2. Salut et Dagé Monégasque. Et bisous.